Salut Internet! Aujourd'hui, on va parler d'un truc que j'adore. De lieux très lointains, parmi les plus isolés au monde. Oubliez les belles routes, la première classe en avion. Là où on va, il va falloir emprunter des chemins accidentés, attendre l'unique vol de la semaine et patienter parfois que l'hiver prenne fin pour accéder à des endroits quasiment livrés à eux-mêmes. Si le format vous plaît, j'ai eu beaucoup de mal à n'en choisir que 7, donc vraiment il y a de la matière pour d'autres épisodes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence tout de suite. Il y a pas mal d'endroits isolés aux États-Unis. Et évidemment encore plus si on parle de tous les États américains en comprenant l'Alaska. Mais si vous cherchez un peu de défi, il faut vous rendre au village de Supai, au nord de l'Arizona. Il se trouve au fond du Grand Canyon, et pour y accéder, vous allez voir, le début est assez simple. On peut partir de Las Vegas, par exemple, voilà, on roule un petit peu vers l'est, on passe au-dessus de la réserve du peuple Hualapai, hop là, désolé les gars, on remonte cette petite route, on se gare là sur ce petit parking jusqu'ici, et ensuite, c'est tout droit, à pied, pendant 13 km. Et c'est pas une simple route, on est sur ce genre de sentier, un peu escarpé, attention aux chevilles quand même, mais c'est magnifique en fait, c'est hyper beau comme environnement. Pour aller à Supai, on doit remonter en grande partie un canyon. Et puis c'est pas juste un campement sur place, on trouve un musée consacré à la culture Havasupai, un peuple de natifs originaires de cette région qui peuple donc ce village, mais aussi une caserne de pompiers, un poste de police, une école ou encore un camping. Dites-vous, il s'agit du seul endroit aux États-Unis où le courrier et une partie des vivres sont encore transportés par des ânes, ou des chevaux, ou des mules, je sais pas quelle espèce c'est, d'accord? La petite astuce, si vous voulez un souvenir, c'est de s'envoyer une lettre depuis Supai, afin d'obtenir un tampon unique sur son enveloppe. Une fois à Supai, vous avez la possibilité de partir un peu plus au nord. Si vous remontez par là, vous vous enfoncez vraiment dans le Grand Canyon, vous pourrez vous arrêter aux chutes d'Havasu, et encore un peu plus loin, à Mooney Falls. Alors tout ça, toute cette expédition, c'est en temps normal, parce que depuis fin août de cette année, là c'est très récent, j'avais déjà même fait mes recherches pour cette vidéo, je vous ajoute ce segment exprès, parce que j'ai vu que sur leur page Facebook, Supai était fermé au public à cause de grosses inondations qu'il y a eu dans la région. Aux dernières nouvelles, c'est fermé jusqu'au 30 septembre et les réservations sont reportées. Et à ce que j'ai vu, c'est assez grave, il y a toute une aide qui a été mise en place pour soutenir le peuple Havasupai. Dans la région du Tigré, située au nord de l'Éthiopie, on trouve ce genre de paysage absolument majestueux. C'est beaucoup plus vert déjà que ce que je m'imaginais, c'est hyper escarpé et... Non mais attendez, c'est la fenêtre de qui là? Il y a vraiment quelqu'un qui habite là? Vous allez voir, l'histoire de cette fenêtre est assez surprenante. Toute cette zone escarpée est constellée d'églises et autres édifices religieux construits à flanc de falaise, voire carrément creusés dans la roche. Ce sont des édifices orthodoxes construits à l'écart pour se retirer du monde, se rapprocher de Dieu, mais aussi se protéger des persécutions de l'époque. Parce que ouais, elles sont très anciennes pour certaines. Mariam Korkor, Daniel Korkor de l'autre côté, par exemple. Les deux reliés par un chemin au bord d'un précipice très profond. Mais ma préférée de toutes, c'est celle que je vous ai montrée là, celle avec la fenêtre. L'église Abuna Yemata, considérée comme l'église la plus périlleuse du monde. Elle est située à pas moins de 500 mètres d'altitude et pour s'y rendre, c'est le bordel. Vraiment, il faut emprunter un tout petit chemin, parfois large d'à peine 50 cm. Selon une légende, sa construction daterait du 5e siècle et elle abrite des peintures hyper bien conservées qui datent pour les plus anciennes du 15e siècle. Là, on l'a vu, c'est une de ces fenêtres, avec un mec cette fois-ci, mais pour bien se rendre compte de la hauteur et d'où on se trouve exactement, il faut prendre un peu de recul, et là tout de suite, on réfléchit bien avant de se lancer. C'est beau, c'est loin de tout, c'est isolé, c'est compliqué d'accès, et ça a naturellement sa place dans cette vidéo. Le Xi'an de Médog se trouve dans la région autonome du Tibet, située au sud-ouest de la Chine. Et quand j'ai lu cette phrase sur sa page Wikipédia, je me suis dit qu'il y avait du potentiel. C'est le seul district de Chine à ne disposer d'aucune liaison routière correcte avec le reste du pays. Comment ça, mon ref? Pour vous dire, depuis les années 60, il y a eu moins de 7 tentatives pour faire une route. Mais comme la région est propice au séisme, au glissement de terrain et à une météo dégueulasse, ça a jamais tenu. Du coup, le plus gros de l'approvisionnement se faisait à dos d'hommes, sur des sentiers très dangereux. Voilà, imagine-toi, tiens, avec un sac de riz de 20 kilos, 2 packs de lait sur le dos, à traverser ce genre de pont. C'est un pont, On dirait des barbelés, mais c'est un pont. Heureusement pour eux, une route et un tunnel ont été construits en 2013. Aujourd'hui, ça ressemble à ça, mais ça n'empêche
n'empêche pas l'endroit d'être inaccessible quelques mois par an. Quand il neige un peu trop, c'est finito. L'endroit redevient isolé pendant plusieurs mois dans l'année. La route a permis de réduire non seulement les coûts d'importation, mais aussi la pauvreté dans la région. Le tourisme a également pu se développer, ce qui a donné accès à des lieux comme la cascade de la Bouche du Tigre ou encore celle d'Anmi. L'atoll Farquhar fait partie des Seychelles et est situé à plus de 750 km au sud-ouest de Mahé, l'île principale du pays. Aucun vol commercial régulier n'est disponible, donc il faut se tourner vers des petits avions privés qui desservent l'île. En plus, son accès par la mer est assez limité parce que les récifs empêchent souvent les bateaux d'accoster. Ajoutez à ça le statut de réserve naturelle, les conditions climatiques compliquées. En 2016 par exemple, 46 des 50 structures de l'atoll ont été détruites ou endommagées par le cyclone Fantala. Il faut le vouloir pour se rendre sur l'atoll Farquhar. Et donc oui, je parlais de structures sur place, l'endroit est habité par quelques dizaines d'habitants maximum, mais quand même. Sur place, vous avez le choix entre farniente, observation d'oiseaux ou pêche à la mouche. Je vous jure, c'est incroyable. Une société propose des séjours d'une semaine dans ces lodges-là, qui ont l'air fantastiques, pour pêcher à la mouche dans le lagon et vous alléger de 20 000 $ au passage. Pour notre prochaine destination, direction le Svalbard, qui est déjà en soi tellement loin de tout, à plus de 700 km de la partie continentale de la Norvège, à plus de 600 km du Groenland. Pour y aller, il faut se chauffer un peu, et sur place aussi. Parce qu'il fait vraiment très froid. Mais une fois au Svalbard, c'est pas fini, c'est pas juste là que je veux vous emmener. Non, pour se rendre dans l'endroit qui nous intéresse, on doit d'abord partir de Longyearbyen, la capitale. Moins de 3000 habitants, 2-3 musées à faire, une petite bière. On a vraiment vite fait le tour de cet endroit. Mais de là, on a 2 heures de bateau pour enfin arriver à Lysfjord Radio Station. Une ancienne station radio, pas du tout abandonnée. Elle a été automatisée et maintenant elle est contrôlée à distance. Sur place, ils ont réutilisé quelques bâtiments pour faire un charmant hôtel 3 étoiles, petit sauna. Non, on est bien. Comptez un peu moins de 1 200 € par personne pour un séjour organisé de 4 jours. Une bouchée de pain si on compare ça aux 20 000 balles pour pêcher à la mouche. Et sur place, des activités de lieux isolés, évidemment. Balade en chien de traîneau, excursion pour voir des animaux sauvages, des ours polaires, des phoques, etc. Et selon la saison, il y a même possibilité de vous baigner si vous êtes motivé. Mais attention un petit peu à ce qui peut se trouver sous l'eau. En résumé, cette vieille station radio, c'est finalement la version premium du lieu isolé. On est loin de tout et pourtant le confort est maximal. Pour trouver des lieux insolites, parfois j'aime juste me balader sur Google Maps. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour trouver des folies. Et niveau lieu isolé, fallait que je survole l'Australie. Non mais forcément, je me suis dit qu'on allait trouver des dingueries. Parfois en Australie, il y a plein de noms sur Google Maps, tu zoomes et tu tombes sur rien du tout. Donc bon, j'étais du côté de l'Australie occidentale et j'ai vu la mention Gibson Desert North. C'est un des déserts du coin, quoi. Et puis, en zoomant, Pollock Hills, et ce long trait, là, comme ça, attendez, moi je sens l'aérodrome à plein nez, là. J'ai zoomé, et oui, une petite piste d'atterrissage. Alors forcément, il y a un petit village à côté, sinon ça n'a pas de sens. Et le petit village, même pas indiqué, il y a même pas son nom. En fait, il s'agit de Kiwirrkura, une communauté autochtone. Si on part vers l'est, 184 km plus loin, on arrive au village le plus proche, Kintore. Un village d'un peu plus de 400 habitants. Et si on continue encore plus à l'est, 632 km plus loin, on arrive à Alice Springs, la grande ville la plus proche. 15 heures de voiture entre Alice Springs et Kiwirrkura. Et pas sur une route goudronnée, les 15 heures. Non, faut une sacrée détermination. Et attendez, parce que Alice Springs est aussi considérée comme étant une ville isolée. Donc imaginez le degré d'isolement de Kiwirrkura. C'est pas pour rien que certains la considèrent comme la communauté la plus isolée d'Australie. Sur place, on trouve quand même pas mal de choses. Une épicerie, réapprovisionnée une fois toutes les 2 semaines, mais quand même. Un centre d'art, un club de basket, un terrain de foot, juste en face, une école. On trouve aussi une clinique avec un infirmier permanent. Il y a des médecins qui viennent de temps en temps, mais si vraiment il y a une urgence, ils peuvent compter sur le Royal Flying Doctor Service, un service médical aérien qui aide les populations isolées dans le désert australien. D'où l'intérêt du petit aérodrome. Pour ce dernier lieu, on retourne dans le froid. On part en Russie, les gars, à l'extrême nord du pays, direction Dixon. Il y a d'une part la commune, qui est située sur le continent, et juste en face, l'île Dixon, qui est administrativement rattachée à la ville, je le précise pour plus tard. Au-delà de l'isolement total que l'on peut ressentir en habitant ici, Dixon est soumise à des conditions climatiques
extrême. Alors certes, j'en ai pas parlé en Australie, hein, parfois il fait 45 degrés. Mais là, il faut mettre un moins devant parfois. Dixon est sous la neige de septembre à mai. Elle connaît plusieurs jours dans l'obscurité, et par plusieurs, j'entends beaucoup. En 2024, le soleil s'est levé après une nuit qui a duré 80 jours. Et à côté de ça, bien sûr, il y a l'inverse. De mai à août, ils connaissent le soleil de minuit. Le soleil ne se couche pas, et pareil, ça dure des mois. En tout cas, sur place, comme tous les lieux de cette vidéo, il faut s'organiser. Déjà, on peut pas venir comme ça, hein. Les touristes doivent obtenir un permis. Et si c'est bon, il faut prendre l'avion. Un seul vol par semaine qui arrive sur l'île Dixon, justement. Après, il faut encore se taper un petit bateau pour rejoindre la commune. Et si vous avez besoin d'un petit peu d'essence, j'espère que vous avez anticipé, parce qu'il y a qu'un seul ravitaillement par bateau, une fois par an. Non mais c'est fou parce que dans les années 80, Dixon a vécu un âge d'or et était même considéré comme la capitale de l'Arctique. J'ai l'impression que c'est plus trop le cas maintenant. Bon, et le petit détail lieu insolite, c'est qu'on trouve là-bas une sculpture dédiée à Nikifor Begichev, un explorateur polaire russe qui, dans les années 20, a participé à une expédition qui a permis de retrouver le corps d'un membre d'équipage de Roald Amundsen. Quand même très connu Roald Amundsen, hein, qui est arrivé au pôle sud. Et justement, n'hésitez pas à aller voir le 77 consacré aux régions polaires, parce que je vous parle pas mal d'Amundsen. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me dire si d'autres épisodes sur ce thème pourraient vous plaire. Je me tâte à trouver un sponsor pour faire cette vidéo, où je vais en personne dans chacun de ces 7 lieux fantastiques. Bon, il va falloir un bon sponsor, parce que rien que pour la pêche à la mouche, moi et un cadreur, ça fait vite le prix d'une voiture. Je vais y réfléchir, mais en attendant, profitez de votre dimanche, passez une bonne semaine, on se voit très vite. Salut Internet.